Bon, moi je vais vous parler de lumière invisible, puisque les exposés précédents sont focalisés sur la lumière qu'on peut voir. Donc je voulais vous rappeler d'abord que la lumière est évidemment le véhicule d'information essentiel qu'on a du monde extérieur, à commencer par la lumière visible auquel notre œil est sensible. Et cette lumière visible, on le sait depuis les travaux de Newton au XVIIe siècle, elle est décomposée en un spectre de couleurs allant du rouge au violet. Mais au-delà de ces longueurs d'onde, il existe un rayonnement invisible qui occupe tout l'espace qui nous entoure, des ondes qui se propagent dans toutes les directions, et ces ondes possèdent des propriétés extrêmement intéressantes et nous apportent des renseignements très importants sur la nature, sur l'univers et sur la vie. La découverte de ces ondes, on peut en situer l'origine aux travaux de Maxwell, donc Maxwell qui a établi les équations de propagation d'un champ électrique et d'un champ magnétique dans le vide. Claude Cohen-Tanucci en a parlé. Cette onde électromagnétique se propage à la vitesse de 300 000 km par seconde. Elle est caractérisée par sa fréquence d'oscillation ou par la distance parcourue pendant une oscillation qu'on appelle la longueur d'onde. Les longueurs d'onde visibles s'étalent entre 0,4 et 0,8 microns, mais ces deux limites n'ont rien de fondamental. Ce sont simplement des limites liées à notre organe de la vision qui est imparfait dans la mesure où il n'est sensible qu'à une gamme extrêmement étroite de longueurs d'onde. Au-dessous et au-dessus, il existe un rayonnement dit infrarouge pour des longueurs d'onde plus grandes et ultraviolet pour des longueurs d'onde plus courtes. Et ce sont les équations de Maxwell qui ont rendu l'humanité, qui ont rendu les scientifiques sensibles à l'idée qu'il pouvait exister des ondes électromagnétiques non visibles. Et donc leur recherche a commencé dès les travaux de Maxwell, et la découverte de ces ondes est liée au développement de la technologie. Hertz, en 1885, a montré qu'un circuit électronique, un circuit électrique très simple, pouvait provoquer des oscillations qui créaient des ondes qu'on pouvait détecter à plusieurs mètres de distance. C'est l'origine des ondes radio qui jouent un rôle essentiel dans les communications. De l'autre côté du spectre, 10 ans plus tard, en 1895, Röntgen découvrait des ondes de très courte longueur d'onde de l'ordre du nanomètre, du milliardième de mètre. Ce sont les fameux rayons X qui pénètrent la matière et qui ont donc révolutionné le diagnostic médical. Et vous voyez là la première radiographie qui a été prise, qui était celle de la main de Madame Röntgen, faite dès la fin de l'année 1895. Donc ces ondes invisibles, elles sont une source d'information scientifique extraordinaire pour les chercheurs et également pour les applications. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler. D'abord, dans le cadre de la physique fondamentale, Claude Cohen-Tanucci en a parlé, c'est l'analyse des propriétés de la lumière qui a conduit aux révolutions de la physique relativiste et de la physique quantique. Einstein s'est beaucoup posé la question de la signification profonde des équations de Maxwell et le fait que ces équations, que la vitesse de la lumière est la limite de la vitesse de propagation de l'information, l'a conduit à la suite de raisonnements très beaux et très simples, à la théorie de la relativité restreinte, puis à la théorie de la relativité générale. Et la lumière est centrale dans cette théorie. Le simple fait que l'équation la plus connue, E égale mc2 de la relativité restreinte, relie l'énergie, la masse à la vitesse de la lumière, indique bien que la lumière joue un rôle fondamental là-dedans. La relativité générale également fait intervenir la lumière, puisqu'elle dit que les rayons lumineux sont défléchis par des masses, et c'est la découverte de la déflexion de la lumière des étoiles au voisinage qui rase le Soleil au moment d'une éclipse qui a été la première preuve fondamentale de la validité de la relativité générale. L'analyse de la lumière a également conduit à la physique quantique. Le point de départ, là, c'est le fait que le spectre de la lumière émise par les corps chauffés était incompréhensible à partir des postulats de la physique classique, qui a conduit Einstein lui-même, et la même année 1905, à postuler que la lumière était constituée également de grains qu'on a appelés ensuite le photon, chaque photon transportant une énergie proportionnelle à la fréquence de la lumière, la constante de proportionnalité étant la fameuse constante de Planck. Donc on peut dire que la simple analyse fondamentale de la lumière a conduit aux deux grandes révolutions du début du XXe siècle, la relativité et la physique quantique. Un autre aspect fondamental est dû à Niels Bohr, quelques années après les travaux d'Einstein. Il s'agissait de comprendre encore une propriété fondamentale de la lumière. Pourquoi est-ce que la lumière absorbée et émise par les atomes est émise ou absorbée à des fréquences bien précises, suivant un spectre discret, alors que la physique classique ne prévoyait pas du tout ce caractère quantifié discret. Et Bohr l'a expliqué en admettant que dans un atome, les électrons gravitent autour du noyau, non pas sur des orbites arbitraires, mais sur des orbites quantifiées, dont l'énergie est bien précise, et l'absorption et l'émission de lumière étant liées
au saut de l'atome, passant d'un niveau d'énergie à l'autre en émettant un grain de lumière, un photon, dont la fréquence correspond à l'énergie correspondant à la différence d'énergie des deux niveaux. Claude Cohen-Tanucci vous a parlé de cela. Les couples d'énergie atomique dans les atomes tombent souvent dans le domaine des fréquences visibles, et c'est ce qui explique pourquoi la lumière interagit de façon très importante avec les atomes, et ça conduit en particulier à la manipulation des atomes dont a parlé Claude Cohen-Tanucci, la possibilité de refroidir les atomes par la lumière et de les piéger dans des champs lumineux. Mais il existe aussi des structures atomiques dans lesquelles les niveaux sont beaucoup plus resserrés, et à ce moment-là, l'interaction avec la lumière va se produire non pas dans le domaine des ondes visibles, mais dans le domaine des micro-ondes ou des ondes radio, et c'est cet aspect-là que je voudrais évoquer dans le reste de cet exposé. Notre histoire démarre en fait en 1922 par les travaux d'Otto Stern à Hambourg en Allemagne. Stern s'intéressait aux propriétés des faisceaux atomiques qui se propageaient dans le vide à partir d'un four. Il travaillait sur des atomes d'argent. Les atomes se propageaient dans le vide en ligne droite et il appliquait un champ magnétique, plutôt un gradient de champ magnétique à ces atomes pour voir s'ils possédaient un petit moment magnétique et s'ils ne seraient pas défléchis dans ce champ magnétique. Le fait que les atomes devaient porter des moments magnétiques n'était pas absolument inattendu, puisque nous savons depuis Bohr que les atomes sont en fait des courants électriques d'électrons et que le lien entre courant électrique et magnétisme avait été établi 100 ans auparavant par les travaux d'Ampère et d'Ørsted. Et effectivement, Stern observa bien qu'il y avait des moments magnétiques, mais la grande surprise, c'est que ce moment magnétique était en fait quantifié. En fait, au lieu d'avoir une tâche continue, Stern observa sur la plaque photographique de détection 2 points, 2 tâches, montrant que en fait, le moment magnétique pouvait prendre 2 valeurs. C'est le fameux spin dont parlait Claude dans son exposé. Et il découvrit ainsi en fait, le spin de l'électron. Dans le cas de l'atome d'argent, c'est le moment électronique de l'un des électrons de l'argent qui compte. Et vous voyez donc qu'il y a une quantification de ce moment magnétique. Les niveaux d'énergie dans un champ magnétique donné sont séparés par des fréquences radio. Mais là, j'anticipe, Otto Stern était incapable d'induire ces résonances. Simplement, ça a été le point de départ d'une véritable révolution. Et je vous montre ici le signal observé par Stern dans la première expérience. Ces 2 tâches, plutôt cette trace séparée en 2, c'est une simple trace qui annonce des révolutions technologiques futures, toutes les révolutions dont on va entendre parler dans la suite. En fait, la suite de cette physique, on la doit à Isidore Rabi, qui a visité Stern au milieu des années 20 en Allemagne et qui a ramené à l'Université de Columbia la technique de CG pour mesurer les moments magnétiques. Et il a voulu étendre cela au moment magnétique des noyaux. Il s'est dit que si l'électron avait un moment magnétique, les noyaux devaient également en avoir un. Et il a mis pour cela au point le montage que je vous montre ici, un jet atomique ou un jet moléculaire avec 2 régions, la région que j'ai appelée A et B, dans lesquelles les gradients de champ magnétique forcent les atomes à suivre une courbe en forme de S, vers le haut dans la première région, vers le bas dans la seconde, pour venir converger sur un détecteur, un simple fil chaud, où les molécules étaient ionisées, donnant un courant électrique proportionnel au nombre de molécules qui y arrivent. La partie fondamentale de ce montage, c'est la zone intermédiaire, c'est ici, une cavité dans laquelle un champ magnétique était appliqué, et également des ondes radio, dont la fréquence était variée. Et lorsque la fréquence des ondes radio permettait d'effectuer une transition entre les 2 niveaux, eh bien, la molécule qui passait de A à B changeait de niveau, et donc elle n'était plus focalisée vers le détecteur, le signal diminuait, et ainsi, en variant le champ magnétique, Rabi a été capable d'observer une courbe de résonance à partir de laquelle il a pu calculer le moment magnétique des différents noyaux. Donc ça a été une école de physique qui a été extrêmement fructueuse, et Rabi, tout de suite, a eu l'intuition que ceci pouvait avoir de grandes applications. Et en 1939, dans une conférence qu'il avait donnée à un congrès de physique, il a dit que ceci allait avoir des applications. Et en fait, ça a été reporté dans la grande presse. Vous voyez ici le New York Post de décembre 1939 qui dit les scientifiques de Columbia, les savants de Columbia nous disent que nous sommes tous des stations de radio. Et le sous-titre, tous les atomes dans les humains et dans le fer, je ne sais pas pourquoi ils ont parlé spécialement du fer, émettent et absorbent de grandes longueurs d'onde. Donc, comme des stations de radio qui fournissent de l'information, les atomes qui nous contiennent doivent fournir également de l'information. Mais bien entendu, il est impossible de les détecter comme le faisait Rabi. Il n'est pas question de détecter en les détruisant les atomes de notre corps. Il faut trouver une méthode indirecte. Et cette méthode indirecte, elle n'était pas mûre à l'époque. Il a fallu attendre la guerre, le développement
des sources de radio, des détecteurs de radio, en particulier lorsqu'on a développé les radars. Et en 1945, Félix Bloch et Edward Purcell, indépendamment, ont mis au point la méthode de résonance magnétique. Il s'agit d'atomes dans des solides ou dans des liquides. Vous voyez qu'il y a une source, un générateur de fréquences qui induit des ondes radio dans cette première bobine. On avait un champ magnétique produit par des aimants. Et une seconde bobine jouant le rôle de détecteur reçoit les ondes qui sont rayonnées par les atomes. Et on étudie ça en fonction de la fréquence du générateur. On obtient un spectre qui est spécifique des atomes en question, qui est une espèce de signature de la matière. Et également, Purcell et Bloch se sont aperçus que si il y avait dans l'environnement de ces atomes ou de ces molécules d'autres atomes ou molécules qui les perturbaient, les raies étaient déplacées ou élargies, et qu'à partir de là, on pouvait se servir des atomes du milieu comme une sonde de l'intérieur de la matière. Ceci s'est développé considérablement en physique, en chimie, en biologie, mais je voudrais insister sur une des applications qui est l'imagerie par résonance magnétique. 20 ans après les découvertes de Purcell et de Bloch, on a appliqué ça à la détection des champs magnétiques internes du corps produits par les atomes d'hydrogène que nous contenons tous. Nous sommes formés essentiellement d'eau. L'eau contient des protons. Ces protons subissent la résonance magnétique si on les place dans un champ magnétique intense. Les deux niveaux d'énergie du spin du proton sont séparés par une fréquence qui dépend du champ magnétique. Si on soumet le corps à un champ magnétique inhomogène, les signaux vont dépendre de la position des protons dans le corps et on va pouvoir remonter à la structure de la matière à l'intérieur du corps. On le fait, c'est ce qu'on appelle l'IRM, qui donne des images absolument extraordinaires et non invasives de l'intérieur du corps humain, et ça peut même aller jusqu'à des images dynamiques. Si par exemple dans le cerveau, des zones du cerveau s'activent lorsqu'on pense ou lorsqu'on développe une action particulière, l'appel d'oxygène augmente la quantité le flux sanguin qui porte de l'hémoglobine qui contient des petits aimants. Ça modifie les signaux de résonance magnétique et on peut voir s'allumer les régions spécifiques du cerveau liées à une action particulière ou une pensée. Et actuellement, les scientifiques étudient scientifiquement l'émergence de la conscience à partir de ce type d'expérience. Mais l'hydrogène n'existe pas simplement dans nos corps, l'hydrogène existe dans l'espace interstellaire et Purcell, à nouveau, a été l'un des pionniers de ce qu'on appelle le pionnier de la radioastronomie. Il a montré que dans un atome d'hydrogène, il existe deux niveaux d'énergie qui sont liés à l'orientation relative du noyau et de l'électron externe. La séparation liée au basculement d'une structure à l'autre correspond à l'absorption et l'émission d'ondes radio à 21 cm. Et il a observé cela pour la première fois en 1952 en mettant une antenne sur le toit du laboratoire de physique de Harvard. Depuis lors, la méthode s'est développée considérablement. Vous voyez ici le Very Large Array de radiotélescope qui permet de détecter l'hydrogène interstellaire. Et vous voyez ici des cartes montrant en fausses couleurs. Les couleurs bleues représentent la distribution des nuages d'hydrogène à l'extérieur de la galaxie spirale. Vous savez que les étoiles sont formées par effondrement gravitationnel de l'hydrogène en particulier, et donc l'étude de ces structures nous renseigne sur la formation des structures galactiques. Enfin, je voudrais dire qu'il existe dans l'espace un rayonnement qui ne provient pas spécifiquement de l'hydrogène, c'est ce qu'on appelle le rayonnement cosmologique, qui a déjà été mentionné au préalable, qui a été découvert en 1965 par Penzias et Wilson. Ce rayonnement, il a été produit par le moment où lorsque l'univers avait 380 000 ans, l'univers est devenu transparent à la lumière. Il s'agissait à cette époque-là de lumière extrêmement énergétique, de rayons gamma ou de rayons ultraviolets. Et au cours de l'expansion de l'univers, ce rayonnement s'est refroidi jusqu'à devenir un rayonnement radio à une température de 3 degrés, un peu moins de 3 degrés absolus. Vous voyez ici la carte du rayonnement qui a été obtenue par le satellite Planck l'année dernière, ou il y a 2 ans. Les toutes petites fluctuations que vous voyez en fausse couleur représentent des légères variations de ce rayonnement qui sont une espèce de carte des fluctuations qui existent dans l'univers à ce moment-là et qui sont d'origine quantique. Et ces fluctuations sont en fait les semences des galaxies qui se sont formées ensuite, les étoiles se formant dans les régions où la densité était légèrement supérieure. Donc vous voyez qu'il y a une importance fondamentale de toute cette physique. Et la raison pour laquelle je suis moi personnellement intéressé à cela, c'est que depuis une quarantaine d'années, je m'intéresse à ce rayonnement invisible dans un autre contexte. Et à nouveau, Purcell joue un rôle important dans ce domaine. Purcell avait fait remarquer en 1946 que si on place un atome en présence de miroirs qui forment une cavité qui modifie la structure du rayonnement autour de lui, on va être capable de changer le rythme avec lequel il absorbe ou il émet de la lumière. Et on peut se servir donc de ces structures
pour manipuler les propriétés intrinsèques du rayonnement dans la structure correspondante. Voilà la cavité qu'on utilise dans nos expériences. On les fait interagir individuellement avec des atomes particuliers, des atomes très excités qu'on appelle les atomes de Rydberg. Et de cette façon, on apprend des tas de choses sur la structure de l'interaction atome-rayonnement. On peut générer des champs en propriétés quantiques, étudier les phénomènes de décohérence. Je voudrais également mentionner que ces mêmes atomes, on les rencontre dans l'espace interstellaire, qu'en radioastronomie, on détecte l'émission et l'absorption de ces atomes de Rydberg. Et l'étude de ces phénomènes pourra peut-être un jour conduire à la mise au point de dispositifs d'information quantique pour manipuler la communication ou le calcul. En conclusion, je voudrais d'abord dire qu'il y a bien d'autres applications des ondes radio et micro-ondes que je n'ai pas eu le temps d'évoquer. En particulier, les horloges atomiques à césium fonctionnent par l'absorption et l'émission d'ondes radio, et le GPS, le système de Global Positioning System, est constitué d'horloges atomiques qui sont distribuées sur des satellites et qui nous envoient des signaux qui nous permettent de nous repérer avec une précision extraordinaire. Les masers, qui sont les ancêtres des lasers, sont également liés au développement de cette technologie. L'autre partie du spectre, rayons X et gamma, s'est aussi montrée très importante pour comprendre la nature et la vie. Et enfin, j'ai quelques mots de conclusion qui reprennent largement ce qu'a dit Claude dans son exposé. L'importance de la recherche fondamentale qui est motivée par la curiosité. Purcell et Bloch ont vécu assez longtemps pour voir l'IRM se développer et ils ont été absolument fascinés, passionnés par des développements auxquels ils n'avaient jamais pensé quand ils ont mis au point leur méthode, tout simplement parce qu'il fallait des ordinateurs puissants, il fallait des champs magnétiques très importants qu'ils étaient incapables de produire en 1945. Donc, caractère souvent imprévisible de la recherche à laquelle il faut donner du temps et de l'argent, bien sûr. Et aussi, je voudrais insister sur une dernière idée. Ce qui est invisible peut se révéler essentiel. Au XIXe siècle, tous les rayonnements dont je vous parle, on n'en avait même pas conscience. Ils sont apparus à partir du moment où on a compris par la théorie qu'il devait exister de telles ondes. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation un peu comparable. On ne parle pas de lumière invisible, mais on parle de matière invisible ou de matière noire. Et donc, une des questions que je peux poser pour finir, c'est est-ce que la matière noire de l'univers, qui est invisible et d'origine inconnue jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'elle aura demain une importance comparable à celle de la lumière invisible de la fin du XIXe siècle? Je vous remercie.